est-ce que Andrea Kimi Antonelli va froisser George Russell à partir de cette saison 2025 de Formule 1 ou plutôt, on va dire ça de manière plus calme, sans être trop provocateur, mais est-ce que du moins Andrea Kimi Antonelli va mettre en danger George Russell chez Mercedes à partir de cette saison 2025 de Formule 1? Andrea Kimi Antonelli, c'est l'un des multiples rookies de cette saison 2025 de Formule 1. Andrea Kimi Antonelli qui va débuter sa carrière en F1 à l'âge de seulement 18 ans. Il vient à peine d'avoir 18 ans depuis le mois de septembre 2024. Nous sommes en janvier 2025. Ça fait que très peu de temps qu'Antonelli a 18 ans. Et qu'Antonelli va donc débuter sa carrière en Formule 1, oui, à l'âge de 18 ans, mais surtout dans la succession de Sir Lewis Hamilton. Il prend le baquet de Sir Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli. Il va débuter sa carrière dans une écurie qui est multiple championne du monde, qui est l'une des meilleures écuries factuellement en Formule 1, à savoir l'écurie Mercedes. Il y a énormément d'espoir sur les épaules d'Andrea Kimi Antonelli, mais il y a aussi également énormément de pression justement sur les épaules d'Andrea Kimi Antonelli, Baby Chum. C'est vrai que le José Ramirez a directement posé une question qui, je trouve, met clairement l'ambiance par rapport à ce live. Est-ce que Antonelli a la même hype, j'ai envie de dire, monumentale qu'on pouvait avoir quand Lewis Hamilton est arrivé chez McLaren à l'époque? On rappelle qu'Hamilton, en plus, quand il arrive chez McLaren, à l'époque, il devient, et il débute sa carrière aux côtés d'un double champion du monde sortant, à savoir Fernando Alonso, Baby Chum. La même hype, je sais pas, parce que c'est une époque qui est quand même relativement différente d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, le sentiment que j'ai, c'est que la hype, elle est décuplée avec Antonelli comparé à Hamilton, en fait. Ouais. Hamilton est arrivé forcément en étant vainqueur GP2, donc forcément, tu t'attendais à une arrivée logique en Formule 1 et à ce qu'il soit bon. Et il a été bon. Et je rajoute même que champion GP2, mais avec des performances de très très haute volée, notamment la Turquie qui avait été où il avait été immense justement à Lewis Hamilton, à la différence de malheureusement Andrea Kimi Antonelli qui n'a pas été champion de F2, qui a été monumental, ça c'est clair, dans les autres disciplines, et il a gagné d'une manière phénoménale. C'était en F3 et notamment, non pas en F3 mais en FRECA, pardon, en Formule régionale by Alpine, en F3 européenne, et dans d'autres disciplines, notamment en F4 italienne, dans d'autres catégories. Mais c'est vrai que c'est une différence par rapport à Lewis Hamilton, où Hamilton en GP2 il avait été phénoménal, et non Antonelli donc en F2. Non, bien sûr, voilà, c'est ça. Après, c'est pas une question forcément de talent, de comparer les talents de l'un et de l'autre, c'est juste l'aspect médiatique en fait qui a totalement changé de nos jours. Où aujourd'hui, voilà, dès qu'un petit jeune va exploser en FRECA ou en Formule nationale en France ou quoi que ce soit, on va directement commencer en fait à parler de lui. Ouais. Alors qu'à l'époque, forcément, c'était un peu plus de niche, donc on en parlait un petit peu moins et tu commençais à entendre parler de ces pilotes-là, justement un petit peu de la génération Rosberg, tout ça, quand ils arrivaient en GP2, en tout cas pour le fan lambda, on va dire, du sport. Et sauf qu'aujourd'hui, Antonelli, tout le monde en a entendu parler, alors qu'il y a pas forcément tout le monde qui sait vraiment qui est Antonelli, en fait. Bien sûr. C'est plus que voilà, il crève l'écran, il saute des classes, comme pas mal de pilotes ont pu le faire aussi par le passé. Il surclasse le plateau, comme pas mal l'ont fait par le passé. Mais c'est juste que voilà, il arrive avec un statut aussi à part. Comme tu l'as dit, tu remplaces Lewis Hamilton et tu arrives chez Mercedes. Donc forcément, ça te met une attente un peu plus élevée, tu vois, qu'un Bortoleto qui arrive chez Sauber, quoi. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a dans le chat qui m'ont aussi demandé est-ce que tu peux rappeler le palmarès aussi d'Andrea Kimi Antonelli. Alors, la plus grosse saison en formule de promotion d'Andrea Kimi Antonelli, c'était lors de la saison 2022. Il était devenu champion de la F4 italienne avec Prema. Dans la même année, il devient champion de la F4 allemande. Donc, c'est à titre de référence, ces deux championnats-là, ce sont les championnats les plus réputés de F4, le championnat allemand et le championnat de F4 italienne. Notamment Théo Pourchaire s'était imposé en F4 allemande, justement. Il était également devenu en 2023 champion de la formule régionale au Moyen-Orient, et également, donc je le disais en 2023, champion de FRECA en Europe. Il avait quand même en F4 italienne, à titre d'exemple, en 2022, 20 courses, 13 victoires. Oui, non, tu vois. Vous êtes bon? Voilà, 20 courses, 13 victoires. En Allemagne, 15 courses, 9 victoires. En termes de pole position, sur les 20 courses en F4 italienne, il a 14 pole positions.
Et en 15 courses en F4 allemande, il a 7 pole positions. Avec une course à Zandvoort en Freka, oh là là, également, effectivement, tu as bien raison de le rappeler, Iliad. C'est vrai que Toto Wolff a une estime énorme de lui et qu'il voulait pas louper une pépite rare comme il l'a raté. Max Verstappen ne va pas trop vite en besogne. Le José Ramirez, c'est exactement là où on veut en venir, justement. Ne t'inquiète pas, ne va pas trop vite, justement. En F2, ça a été plus compliqué, on en parlait juste avant par rapport à Andrea Kimi Antonelli, parce que ça a été un choix également, d'une certaine manière, de Mercedes, de ne pas prendre en compte la F2, pour plusieurs raisons. Sachez que vous l'avez, pour ceux qui ont regardé la F2 en 2024, c'était une vaste farce, parce que c'était la nouvelle génération de F2, et les monoplaces ne fonctionnaient pas de la même manière chacune des autres. Il y avait beaucoup de disparités en termes de performance, pour des raisons qu'on ne peut pas réellement évoquer, par souci de si on parle, on se fait taper dessus. Voilà, mais ça. Je peux le dire. Mais non, mais voilà, c'est une question de moteur. Moi, je rencontre avec personne, je peux le dire. Les moteurs étaient à chier. Voilà. On va pas expliquer pourquoi les moteurs étaient problématiques, mais voilà. Mais voilà, en gros, c'était ça. Donc, l'estimation de Mercedes, c'était de te dire, on n'en a rien à faire de la F2. Pareil d'ailleurs pour Ferrari avec Oliver Burman. Hein. Burman, cette saison, ça n'a pas été une saison fantastique. Pourtant, Ferrari et Haas ont eu une énorme confiance en lui et l'ont lancé dans le grand bain et l'ont titularisé pour 2025 du côté de chez Haas. Donc, voilà, c'est que. Pas seulement pour Antonelli, mais pour beaucoup de pilotes, la saison de F2 2024 n'a pas servi à grand chose. Et pour le coup, c'est fou de se dire qu'une saison de Formule 2 n'a pas servi à grand chose. Bah, ces dernières années, est-ce qu'elle sert vraiment à grand chose? Oui. Dans la globalité, en fait. On dirait, il y a par exemple un champion de F2 d'il y a 2 ans, n'a aucunement intéressé des écuries de Formule 1. Et ce qui est fou de se dire ça, Théo Pourchaire en l'occurrence. Il va aller en ELMS, quoi. Non mais vous vous rendez compte, avec tout le respect qu'on a pour le LMS, hein, et pour le coup j'y suis allé sur plusieurs events LMS, mais on parle pas de Formule 1. Disons que c'est pas la courbe logique quand t'es champion F2 en fait d'atterrir en ELMS, quoi. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Non, ouais, c'est juste qu'en fait, la F2, depuis quelques temps, c'est un peu. Voilà, être champion ne te garantit plus de monter ou d'avoir une chance en fait d'accéder en F1 par le futur, et qu'il vaut mieux justement miser sur la filière que tu vas choisir si tu as l'opportunité d'être recruté dans une filière. Ouais. C'est ça qui va te donner une opportunité d'être en Formule 1. Ouais. Au-delà même, je pense, des perfs que tu peux faire en Formule 2, quoi. Ouais. Donc elle sert évidemment pour la progression des jeunes pilotes, on est d'accord. Maintenant, si on voit par exemple Max qui fait pas de F2 et qui du coup fait ce qu'il fait aujourd'hui, et imaginons qu'Antonelli arrive à suivre la même trajectoire, tu peux te dire il y a peut-être des teams qui vont prendre plus de risques dans ce sens. Et surtout que la F2 risque de perdre énormément d'intérêt vis-à-vis des écuries, parce que je rappelle que les écuries quand même en Formule 1 du moins investissent beaucoup d'argent sur des pilotes, et que cet argent d'une certaine manière presque ne sert à rien, parce que l'investissement dans un championnat où il y a des problèmes de fiabilité tout le temps, constamment, c'est problématique. Je pense que les écuries de Formule 1 doivent certainement être en train de entre guillemets péter un câble au niveau de la situation, parce que c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Donc quand tu regardes Antonelli, quand tu regardes Burman, quand tu regardes même d'autres pilotes d'une certaine manière, c'est la F2 est en train de perdre un énorme intérêt vis-à-vis des écuries de Formule 1 potentiellement aussi. Je sais pas si elle perd un énorme intérêt, mais par contre il y a des choses à revoir déjà dans l'équité déjà du matériel, hein, clairement. Ouais. Je pense que il y a quelque chose là-dessus sur lequel il faut se pencher. Et puis c'est surtout sur le ressenti en fait qu'on a. Ouais. Parce qu'au-delà des performances et au-delà des recrutements qui sont faits aujourd'hui, le 5e ou le 7e de F2 peut avoir un baquet alors que le champion ou le 2e n'en a pas. Je dirais pas que c'est illogique, mais il y a un manque de constance en fait dans les décisions prises. Bien sûr. Après, les teams en F1 ont leur raison, de choisir tel ou tel pilote. Bien sûr. Effectivement, je dis pas le contraire. Quand on voit forcément chez Williams, avec les Colapinto, avec les Latifi qui sont fait monter, qui ne transcendaient pas non plus des masses en F2, mais il faudrait peut-être une passerelle, un truc, quelque chose pour que justement il y ait une transition en fait logique avec ce championnat de Formule 2.
moi j'avais ça en tête, c'est un truc qui est quasiment impossible à mettre en place, mais je me suis dit, tu vois, pourquoi pas mettre justement une écurie en Formule 1 dédiée à ces jeunes pilotes-là, en fait. Ouais, à la FIA, oui, c'est une écurie FIA. En fait, le champion monterait en fait automatiquement en Formule 1. Ouais. C'est un truc, voilà, effectivement, qui est utopique de fou, et ça se fera jamais comme ça, mais tu te dis comment ça récompenserait les pilotes qui ont fait une excellente saison à ce niveau-là, et pas forcément le plus gros budget ou celui qui a la meilleure filière. Ouais, Hydro le plus beau, merci beaucoup pour ton 36e mois d'abonnement, ton 34e mois consécutif. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour votre immense soutien dans le chat en lâchant vos subs, exclamation sub les amis, donc pour devenir des exemples pour la communauté. Elite Sniper qui dit le problème est que le portefeuille compte plus que les résultats sportifs des snipers. Pour revenir par rapport à ce que je disais par rapport à Max Verstappen, sachez qu'à titre d'exemple, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, mais avant que Max Verstappen vienne en Formule 1, c'était que du karting. Et en 2014, la saison 2014, donc la saison avant qu'il vienne officiellement en Formule 1 du côté de chez Toro Rosso, pour sa première saison complète en F1, il a roulé notamment dans le championnat de F3 avec 32 courses au total. Et c'est le seul championnat de Formule de promotion dans lequel il a fait une saison complète. Il y a eu ce qui a été écrit le Florida Winter Series et également le Masters de F3, mais c'était pas des championnats majeurs comme le championnat d'Europe de F3 dans cette même saison. Il a fait 32 courses, 10 victoires Max Verstappen, 7 pole positions, 7 meilleurs tours en course et 16 podiums. Et pour même dire un truc, c'est que cette saison 2014 de championnat d'Europe de F3, c'est une saison qui a été remportée par Esteban Ocon avec 478 points devant donc Tom Blomqvist et Max Verstappen. Dans ce même championnat, il y avait, de ce que je lis, Antonio Giovinazzi, il y avait Félix Rosenqvist, Jack Dennis qui est d'ailleurs champion du monde de Formula I, il y avait Nicolas Latifi qui a terminé 10ème de ce championnat. Qui y avait d'autres noms? Il y avait Tatiana Calderon qui roulait également dans ce championnat, Roy Nissany, Sean Gelael, Santino Ferrucci et Alfonso Celis Jr. Sinon voilà ce qu'il y avait dans ce championnat de F3 européenne. Pour vous dire à quel point Max Verstappen, il a suffi de faire une seule de ces saisons-là, et derrière il a directement été Toro Rosso et Esteban Ocon. Je rappelle encore une fois, un petit pilote qui a toujours été extrêmement talentueux, peu importe les disciplines où il est passé, avait remporté ce championnat de F3. Propos de Toto Wolff, c'était en janvier par rapport à Andrea Kimi Antonelli. Nous considérons 2025 comme une année de transition, et nous voulons le préparer pour 2026 où tout repartira de zéro pour tout le monde. Ce qui est assez paradoxal parce que l'objectif finalement de Mercedes c'était de mettre Antonelli bien plus tard. Pourtant, avec le départ de Sir Lewis Hamilton qui a quand même été bien forcé par Mercedes, on peut le dire clairement, Hamilton a été forcé par Mercedes de quitter Mercedes, finalement Antonelli arrive au meilleur des moments, presque finalement, non? Il arrive dans une saison, oui, qui est pour moi la bonne pour pouvoir commencer en F1. Ouais. En tout cas avec les objectifs aussi que Toto et Mercedes vont lui donner. Maintenant, faut pas non plus que ce soit en contradiction avec les objectifs aussi de l'écurie en globalité. Oui, on va venir à ça. S'ils arrivent et nous disent, voilà, on veut être champion du monde cette année, on veut se battre pour le titre. Bon, ça mettrait de la pression inutile en fait sur les épaules d'Antonelli. Et je pense que du côté de Toto, en tout cas, c'est ce qu'on évite de vouloir faire à tout prix. Ouais. Et voilà, c'est preuve, mais qui progresse à son rythme, tout simplement. Et c'est pas en lui disant chercher le titre, quoi. Et d'ailleurs, en plus, Antonelli tu parlais de préparation, justement. J'ai cherché la stat, notamment à combien Andrea Kimi Antonelli, ça fait référence notamment à ce qu'on disait par rapport à la F2, à quel point ça ne sert pas finalement plus trop à rien. Notamment quand on voit à quel point une écurie comme Mercedes, qui a les moyens aussi de faire ça, parce qu'ils font, on va en parler, mais Mercedes a les moyens de réaliser ça. Et ça, c'est amplement différent. C'est très très différent par rapport à des écuries comme Haas, comme Williams, comme peut-être même Sauber, de préparer des jeunes pilotes à la Formule 1. Faut savoir que Andrea Kimi Antonelli, au moment où on se parle, c'est un petit peu plus, mais là, c'est sorti le 3 janvier. Andrea Kimi Antonelli a complété 9000 km de tests au volant d'une Formule 1 avec Mercedes. C'est l'équivalent de environ 30 Grands Prix. C'est un petit peu plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, Andrea Kimi Antonelli a piloté la Mercedes de 2020 du côté de Jerez, de la Frontera, du côté de l'Espagne, pour des essais privés. En même temps, il y avait Haas qui roulait avec Esteban Ocon et Lieberman et Ryo Miyata.
Je sais plus si j'ai très bien dit le nom de famille de Rio, le pilote japonais avec As. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même 9000 km. Donc ça montre à quel point, déjà d'une, Andrea Giovinazzi est en train d'être préparé au mieux possible par justement Mercedes. Toto Wolff investit énormément du côté sur Andrea Giovinazzi. Donc la pression, d'une certaine manière, est réellement importante sur les épaules d'Andrea Giovinazzi alors qu'il a l'âge de 18 ans. Pourtant, il a l'air serein. Mercedes s'occupe très très bien de lui, notamment dans sa préparation. Et puis, il devient d'ailleurs le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1. J'en parlais il y a quelques jours, notamment par le cas d'Oscar Piastri, à l'époque, justement, lorsqu'il était du côté de chez Alpine, où Alpine, pendant un peu plus d'un an, avait fait rouler Oscar Piastri durant la saison 2021-22 pour le préparer à venir en Formule 1 dès qu'il sera possible pour lui. Ils avaient investi énormément d'argent. Et quand Piastri a finalement signé presque dans le dos d'Alpine du côté de chez McLaren, Alpine avait vraiment énormément le seum, d'une certaine manière, de leur erreur, de voir aussi Piastri partir, parce qu'ils avaient investi énormément d'argent sur les essais privés de Oscar Piastri pour que finalement il le forme à la Formule 1 et le forme à la Formule 1 pour une autre équipe derrière. C'était ça en fait le cœur du problème justement d'Oscar Piastri. Petit aparté passé, pour Andrea Giovinazzi, il devient le rookie le mieux préparé donc de l'histoire de la Formule 1, avec plus de 9000 km, 30 courses au total. C'est colossal comme préparation justement, et ça montre à quel point cette arrivée de Andrea Giovinazzi, Baby Choum, elle est historique. Elle est réellement historique cette arrivée d'Andrea Giovinazzi aujourd'hui. Bah, ils veulent faire d'Antonelli, en tout cas dès la première course, un pilote qui donnerait la sensation d'être là depuis plusieurs saisons. Oui. De vraiment s'acclimater en fait le plus possible après au monde de la Formule 1, et après ça peut se comprendre aussi parce que voilà, il n'a pas énormément non plus de saison en monoplace comme on l'a évoqué, et du coup le fait de s'habituer à grande ampleur, effectivement, comme tu dis, avec plus de 9000 km à une Formule 1, ça peut aussi élever son niveau de progression, en tout cas accélérer son niveau de progression, son niveau aussi de compréhension à ce niveau-là, et d'arriver en Australie comme si que ça faisait 5 saisons qu'il était dans les paddocks de F1 et qui faisait ça. C'est un petit peu l'objectif, et c'est aussi une marque, je pense, de soutien énorme de la part de l'écurie. En tout cas, vu de l'écurie, pour moi, c'est une pression positive. Ouais. On va le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il soit performant dès le début et qu'il se sente à l'aise dès le début. La pression après de la piste ou même des résultats ou tout ça, c'est nous, enfin quand je dis nous, voilà, c'est les spectateurs et les fans qui vont lui mettre peut-être la pression peut-être dont il redoute en soi. Mais je pense que chez Mercedes, voilà, on a quand même pas mal d'optimisme en fait sur le fait qu'Antonelli fasse quelque chose de bien et qu'on veut absolument pas griller les étapes. Donc on le prépare du plus possible, la saison va se passer et on ira crescendo et on ne brûlera pas, je pense, les étapes pour que Antonelli progresse trop vite. Ouais, merci beaucoup VMAX, merci beaucoup pour ton 16e mois d'abonnement, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Je remercie également Asura qui a donné de son 11e mois d'abonnement, 11e mois consécutif. Merci beaucoup d'avoir lâché vos tiers 1 à vous deux les copains, merci beaucoup d'être des immenses exemples pour la communauté. On est proche du train de la hype en plus les copains, merci beaucoup les amis. La préparation est intense, je rappelle notamment, je crois que le programme d'Antonelli a été des essais avec d'anciennes Mercedes d'ailleurs, du côté de Imola, de Jerez aussi, bien sûr. Je crois qu'il y a eu un petit peu potentiellement du côté de... il y a eu Yas Marina, bien sûr, notamment avec les essais d'après-saison. Mais surtout, il y a eu 2 FP1, notamment la FP1 du côté de Monza, qui a remis peut-être un peu plus de questionnement vis-à-vis d'Andrea Giovinazzi Baby Choum. Pour rappel à ce qui s'est passé du côté de Monza, c'est que durant cette FP1 à Monza, Andrea Giovinazzi s'est tout simplement craché. Et ça a été quand même un moment peut-être charnière un petit peu pour Andrea Giovinazzi et pour Mercedes, dans le sens où Mercedes a fait une énorme erreur avec Andrea Giovinazzi ce jour-là. Non pas de l'avoir mis dans la voiture à Monza quasiment le jour dès qu'il a eu 18 ans, mais
c'est de ne pas l'avoir géré. Parce que, souvenez-vous que pendant le run, finalement, dans la totalité d'Andrea Chimiontoni à Monza, c'était 5 tours. 5 tours. 5 tours où ils ont laissé carte blanche à Andrea Chimiontoni de rouler. Et que ce jour-là, Andrea Chimiontoni, il faisait des tours de qualif. C'est, je crois, la première fois qu'il roulait dans la W15 Andrea Chimiontoni, ou une des premières fois, du moins la première fois en essai officiel, en Grand Prix de F1 devant son public. Et ils ont dit quoi ? Allez, vas-y mon grand, attaque, fais ce que tu veux, fais des tours de qualif. Ils ne connaissaient pas la voiture. Et ce jour-là, ça a peut-être... ça a rajouté un peu plus de pression sur les épaules d'Andrea Chimiontoni, mais par la faute de Mercedes, non pas par la faute d'Antonelli, mais par la faute de Mercedes, Babychum en plus. Oui, voilà, c'est en aucun cas de la faute d'Antonelli. Je pense que voilà, je pense que le run plan n'a pas été non plus optimal. Ouais. Quand on voit par exemple comment les séances d'essai avaient été préparées avec Adjar, oui. Où c'était voilà complètement différent. Où voilà, tu vas mettre tes armes, tu vas rouler tranquille, tu vas te familiariser avec la voiture. Et puis un jour, t'inquiète, on va te mettre les pneus soft et tu pourras commencer à pousser. Là, on lui a mis les softs dès le début et puis on lui a demandé de pousser déjà comme un sourd en fait dès ses premiers tours. Ça a peut-être été l'erreur. Maintenant, il se sort, c'est dommage. Oui. C'est dommage. Mais voilà, on essaie un petit peu de se dédouaner aussi justement à la radio avec Toto. Voilà, il dit bah ouais, désolé les gars, je suis planté. Et puis Toto qui fait t'inquiète, c'est pas grave. Ouais. En gros, voilà, t'inquiète, c'est pas grave, t'apprends, t'as le temps, t'en veux pas. Nous, c'est ce qu'on voulait voir. On voulait voir quelqu'un qui poussait aux limites de la voiture. Après, si ça rassure Mercedes, tant mieux. Après, c'est un bon tempérament aussi, en soi. Hein. C'est pas forcément un tempérament à critiquer. C'est juste que voilà, c'était une séance d'essai à domicile. Ça aurait pu être mieux géré. Au moins, tu mets les softs en fin de séance. Peut-être, à la limite, oui. Bon, parce que là, ils lui ont mis les softs. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Ils lui ont mis les softs directement. Hein. C'était en mode on est là pour attaquer. Hein. On est là pour attaquer. Tu fais ce que tu veux, t'as carte blanche. Alors ça, après, généralement, tu mets les médiums ou les hard au début. Hein, pour prendre voilà, après, il était rapide. Hein. Attention. Ah, oui, non, mais c'est ça. Et c'est d'ailleurs une déclaration de Helmut Marko. Hein. Helmut Marko, il a dit. Qui pour le coup, je pense qu'on peut l'écouter vu les talents qu'il a mis en Formule 1. Mais Helmut Marko a dit, nous avons vu le talent d'Antonelli à Monza, même si je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans la voiture sur ce circuit. Il a été très rapide lors de ses 3 premiers tours, mais au 4ème, il s'est mis dans les barrières. Je pense que s'il utilise bien ses capacités, ce qui est le cas, il peut être un danger pour Russell. Et Marko salue également le risque de Mercedes d'avoir engagé directement Antonelli, d'avoir mis Antonelli directement en 2025 du coup du côté de chez Mercedes. Antonelli est un risque, oui, mais nous avons également pris ce risque avec Verstappen par le passé. Max était très jeune lorsqu'il est monté dans cette voiture, mais dans ce cas, il n'était pas dans une équipe de premier plan, il avait donc moins de pression. Ça revient par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est que Antonelli, par ce crash notamment et par cette signature pour ses débuts en Formule 1 donc en 2025, il s'est crashé avec Mercedes, il va débuter sa carrière en Formule 1 avec Mercedes, et que Marko dit une réalité, même s'il met un petit peu plus la pression sur Antonelli parce que c'est pas son pilote, mais c'est une réalité qu'aujourd'hui la pression est énorme sur les épaules de justement Andrea Chimiontoni à l'âge de 18 ans, de débuter sa carrière du côté de chez Mercedes, et avec un petit peu, j'ai envie de dire, ce parallèle vis-à-vis de ce crash notamment à Monza. Bien sûr que c'est une énorme pression. Enfin, je pense qu'on aurait été à sa place, on aurait eu aussi énormément de pression. Ouais. Comme Marco le dit, en fait, c'est pas, t'arrives pas chez RB, t'arrives pas chez Kik, enfin t'arrives chez Mercedes, quoi. Ouais. En première saison, à 18 ans, oui, c'est jeune, mais voilà, t'arrives dans des conditions aussi assez bizarre en remplacement de Lewis et tout, donc c'est normal qu'avec tout ça t'aies un sentiment de pression. Maintenant, ces déclarations-là aussi, c'est de se dire, bah oui, regardez, nous aussi on l'a fait avec Verstappen. Ouais. Oui, mais le truc en fait, c'est que tous les jeunes qui vont arriver à 18, à 19 ans en Formule 1 et qui auront une trajectoire similaire à Verstappen ne seront pas automatiquement des Verstappen en fait en Formule 1, et que la marge de progression de chacun est différente. Max a explosé tout de suite, ça se trouve, Antonelli, il lui faudra peut-être une saison et demie, 6 mois, voilà, on n'en sait absolument rien. Le baromètre aujourd'hui d'Antonelli, on saurait pas trop en fait où le situer, même par rapport à Russell en fait. Oui. C'est un peu le débat de ce soir, mais c'est de se dire que voilà, on n'a aucune garantie que ça soit au niveau de Russell dès la première saison. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudra être indulgent avec Antonelli, quoi. C'est pas Verstappen.
c'est pas Verstappen. Ah, mais ça fait la transition parfaite par rapport à cette question, parce que d'une certaine manière, il y a un cas Verstappen vis-à-vis de Andrea Kimi Antonelli. Alors je vous remets la déclaration justement de Toto Wolff par rapport à ça. C'est que je ne voulais pas perdre Andrea Kimi Antonelli comme j'avais perdu Max Verstappen. Peut-être que beaucoup n'ont oublié cette histoire-là. Je ne voulais pas perdre Antonelli comme je l'ai fait avec Max Verstappen dans le passé, quand je n'avais pas de voiture pour lui. Je ne pouvais absolument pas prendre cette décision d'un point de vue personnel. Nous lui devons trop par rapport à Lewis Hamilton et avec la planification de mettre Andrea Kimi Antonelli. Je ne voulais pas prendre la décision de laisser partir le plus grand champion de tous les temps. Peut-être que Lewis l'a senti, peut-être que s'il savait que nous préparions Antonelli, qu'il savait que nous préparions Antonelli, c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit pendant un certain temps, presque comme si je savais que cela finirait par arriver. Alors pour remettre un petit peu pour réexpliquer réellement la situation, c'est-à-dire qu'en fait pour la saison 2015 de Formule 1, Verstappen en fait avait le choix entre aller dans le giron Red Bull et s'engager effectivement avec le giron Mercedes, même avant 2015 bien sûr. Sauf que la problématique c'était que Red Bull proposait à Verstappen une voie royale pour aller en Formule 1, parce que pour le coup Red Bull aussi croyait fermement au talent de Max Verstappen, d'une manière logique puisqu'on voit comment ça s'est passé aujourd'hui. Mais Mercedes aussi croyait fermement au projet Max Verstappen. Sauf que Red Bull avait 2 écuries en Formule 1, Mercedes en avait qu'une. Donc il n'avait pas en fait de possibilité de mettre Verstappen en Formule 1, puisque je suis du côté de chez Mercedes, puisque c'était la seule écurie. Il y avait Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Ils sont tous les deux demi-champions du monde, donc tu ne pouvais pas virer l'un des deux, quoi. C'était impossible. Donc Toto Wolff a dû concéder Max Verstappen à Red Bull et lui a même conseillé d'aller du côté de chez Red Bull, justement Toto Wolff. Et voilà pourquoi il y a un peu de cas Antonelli dans le cas de Max, un peu le cas de Verstappen dans le cas Antonelli, parce que Toto Wolff a vu en Andrea Kimi Antonelli une part de Max Verstappen et que il savait qu'il avait un diamant brut. Il savait qu'il avait un pilote, là qu'il a entre ses mains, un pilote qui a énormément de talent et qui peut certainement écrire l'histoire de la Formule 1. Du moins, Toto Wolff le croit fermement. Et Antonelli a montré par son talent en Formule de promotion qu'il avait le cas, qu'il y avait du moins un potentiel pour que cela arrive, du moins en Formule 1 pour Andrea Kimi Antonelli. Et que c'est pour ça qu'il est en train de... Il est devenu le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1 grâce à Toto Wolff, Andrea Kimi Antonelli. Donc... Tu parles de Verstappen, c'est vrai, en disant c'est pas un Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, faut pas comparer tout le temps à Verstappen, mais d'une certaine manière, Toto Wolff veut faire d'Andrea Kimi Antonelli le futur Max Verstappen de Mercedes, finalement. Oui, c'est ça. Mais au final, tu te dis que voilà, c'est un peu une affaire personnelle aussi. Oui. Pour Toto. Voilà. Oui, pour le coup, oui. En fait, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est des déclarations comme de Toto Wolff, on dirait un peu une revanche sur le passé. Hein, c'est ça. C'est un petit peu ça. Il transpose Kimi comme si c'était Verstappen à l'époque, quoi. Ouais. Et qui se dit voilà, je vais tout faire pour entre guillemets, parce que, bon, au final, la période phase de Mercedes, ça s'est quand même plutôt bien passé à ce moment-là. Oui. Mais voilà, de se dire je vais tout faire pour ne pas refaire la même erreur que j'ai fait avec Max, et de donner toutes les clés possibles pour qu'Antonelli fasse justement une carrière similaire à Verstappen. Ouais. J'ai un petit peu les messages dans le chat. Ilan qui nous dit qu'il sera derrière Russell une bonne partie de la saison avant d'arriver à son niveau, je pense. Et Russell doit aussi l'avoir à travers d'avoir attendu 3 ans avant d'être chez Mercedes, alors que Kimi arrive direct chez Mercedes. Je suis d'accord avec Ilan, parce que c'est vrai que quand tu fais la comparaison par rapport à Russell, il a dû aller quand même du côté de chez Williams, 3 ans, où au bout de la 2e année, il a voulu se barrer, pour ensuite aller du côté de chez Mercedes. C'est que Andrea Kimi Antonelli, allez hop, c'est bon, on peut y aller. On fait même une saison de F2 qui n'a servi à rien pour ensuite aller en Formule 1. Alors c'est peut-être pas la même, je suis d'accord avec toi que le comparatif par rapport aux situations est différent, mais il y a un comparatif qui se fait quand même quand Antonelli, le mec il est directement monté en Formule 1, et que souvenez-vous qu'il y a un moment, et pour le coup ça c'est comparable, il y a un moment Toto Wolff avait le choix entre renouveler justement, et j'ai envie de faire une comparaison qui est claire en plus par rapport à ça, c'est-à-dire que Toto Wolff à un moment, fin de saison 2020 de Formule 1, il avait le choix entre mettre Russell ou Bottas. Il a choisi de renouveler Bottas. Alors que Russell avait montré des choses pouvant potentiellement lui permettre d'aller du côté de chez Mercedes. Et je vais aller même un peu plus loin par rapport à la question qui est un peu plus provocatrice. Comparatif. Est-ce que vous pensez que, en termes de talent,
Toto Wolff croit plus en Antonelli ou en George Russell? Par rapport à l'exemple que je viens de vous donner par rapport à 2020, quand t'as le choix entre mettre Russell ou Bottas. Et que là, aujourd'hui, t'as Antonelli qui arrive en 6 mois, pop, Formule 1. Avec des essais à gogo, hein. 9000 km, hein. L'équivalent de 30 courses au total dans une Formule 1, hein. Andrea Kimi Antonelli, hein. Quand même, c'est fou, quoi. En fait, t'as déjà la réponse à ta question. Et tu le sais. Elle est pas provocante, la question. Ah, je pense que... Alors, tu penses que tu poses la question ouvertement, notamment sur Twitter. Je pense que la majorité répondra Antonelli. Ouais, mais c'est... Ouais, peut-être, ouais. La majorité te répondra Antonelli. Après, voilà, tu parlais justement de l'opportunité à un moment de mettre Russell chez Mercedes, tout ça, mais... C'est deux périodes, en fait, totalement différentes. On était dans une période d'ultra-domination de Mercedes, où Lewis gagnait tout, et il y avait le second pilote parfait avec Bottas. Et que donc, en fait, il y avait absolument aucune raison de changer ça. Depuis 2016, de toute façon, enfin depuis 2017 plutôt, on jouait la sécurité chez Mercedes. Ouais. On ne prenait aucun risque à changer de pilote ou quoi que ce soit tant que ça marchait bien. Et là, on est dans une période creuse depuis 2010 en fait, en gros, hein, tu vois, chez Mercedes. Et en plus de ça, t'as le départ d'Hamilton. Donc au final, tu n'as plus aucun affect avec ce qui se passait les années précédentes. Donc du coup, au final, c'était une aubaine un petit peu aussi de pouvoir, pas forcément repartir de zéro, mais de tenter autre chose. Et le tenter autre chose se traduit par justement mettre Antonelli dans la Mercedes, tout simplement. Et se dire de la façon dont forcément Toto parle de lui, de comment il l'a couvé, comment il l'encadre. C'est même plus un manager, c'est un père de substitution limite, tu vois. Et oui, je pense que il croit dur comme fer en fait en Antonelli. Mais c'est pas forcément qu'il met de côté Russell, il va croire forcément en performance de Russell, il va faire en sorte que Russell aussi performe. Mais tu te dis que s'il y avait un choix à faire à l'avenir, et quand Antonelli performe... Oui, non, bien sûr, mais il y avait un choix aussi qui peut être de sécuritaire d'une certaine manière vis-à-vis de l'avenir, de prendre un Carlos Sainz qui était en négociation aussi bien sûr, mais un Carlos Sainz ou peut-être même un Esteban Ocon qui a montré déjà une manière rassurante d'être de ce qu'il pouvait produire en Formule 1, notamment avec ce qu'il a produit du côté de chez Alpine dans les moments les plus difficiles du côté de chez Alpine. Donc il y a plein de choses qui auraient pu montrer que ça aurait peut-être également été judicieux pour justement Mercedes de prendre un Esteban Ocon ou un Carlos Sainz plutôt qu'un Andrea Kimi Antonelli également. Et puis, il y a un point aussi vis-à-vis de l'avenir de la Formule 1 avec Andrea Kimi Antonelli, parce que c'est une aubaine, selon Stefano Domenicali, d'avoir justement Andrea Kimi Antonelli. C'est un nouvel Italien qui arrive en Formule 1 depuis, il me semble, Antonio Giovinazzi. Alors, ça fait pas très très longtemps, mais on va le dire honnêtement, Giovinazzi n'a pas marqué l'histoire de la Formule 1 non plus. Les propos de Domenicali par rapport à Andrea Kimi Antonelli, c'est Kimi est un garçon en or pour la Formule 1. C'est un grand talent, mais nous devons lui donner le temps de prouver ses qualités. Nous ne devons pas nous attendre à ce qu'il soit déjà en tête dès le premier tour à Melbourne. Je l'espère pour lui, bien sûr, même si cela n'arrive pas. Il a le temps de grandir. Sa présence est importante pour l'ensemble du sport automobile italien. Elle est forte cette phrase quand même de sa présence est importante pour l'ensemble du sport automobile italien. Ce que dit Domenicali Babychum. Bah oui, il était temps. En fait, il était temps pour l'Italie, qui est quand même un pilote qui les représente. Ils ont traversé quand même une période assez compliquée, assez désertique aussi dans l'ensemble. Et bon, un pays comme l'Italie, oui, c'est sûr que ça fait tâche, un petit peu comme nous, pendant quelques années, où on n'a pas eu de pilote français, et tu te dis que c'était pas normal. Ouais. C'était clairement pas normal que sur la grille, il n'y ait pas de français, et puis voilà, quand il y en a qui sont arrivés, forcément, ça a fait plaisir. Et puis, il y en a un qui a gagné, donc là-dessus, c'est cool. Ils performent, ils sont là depuis de nombreuses années. Et tu te dis que, un pays aussi comme l'Italie, c'est important aussi d'avoir un pilote italien sur la grille, quoi. Le dernier vainqueur de Grand Prix italien, c'était en 2006. Et c'était, bien sûr, Giancarlo Fisichella avec Renault. Ça fait 2006, quand même, Bon, je sais pas si on se rend compte quand même que ça fait quand même très très longtemps. C'était Giancarlo Fisichella, le dernier pilote avant avant Fisichella italien, c'était Jarno Trulli. Et pour vous dire, avant Giancarlo Fisichella, 40e victoire d'un Italien en Formule 1, c'était en 2003. Avant
avant Fisichella, c'était Riccardo Patrese, 1992. Avant Trulli, du coup. Non, parce qu'en fait, il y a 43e et 42e, c'est Fisichella. Trulli, c'était à 41e victoire, donc c'était à Monaco 2004. Et avant Trulli, il y a eu 2003 Brésil, Jordan Grand Prix, donc 40e victoire. Et avant 2003, c'était 1992, Riccardo Patrese. C'était avec la Williams Renault. C'est vous dire... Ça veut dire qu'Antoli, Antoli était même pas né lors de la dernière victoire en Italie en Formule 1. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas nées avant. Oui, non, mais c'est dire à quel point c'est fou. Bon, je crois que Antoli est même né la même année du coup que le titre de Fernando Alonso aussi également, je crois. Août 2006, ouais, donc c'est une folie. Hein. Pour te dire, ah bah oui, ça fait mal. On se sent vieux, hein. Ah oui, bah là, la grille de notamment avec Antonelli, mais c'est sûr que tu prends un coup de vieux monumental. Ouais. Donc c'est pour ça justement que d'avoir un Italien sur la grille, ça fait quand même du bien. Ça fait quand même. Et pas chez Ferrari d'ailleurs. Oh, ça viendra peut-être un jour. Hein. Oh oui, moi, vous me dites, demain Anthony va chez Ferrari, je signe direct, hein, je pense. S'il fait de bonnes choses et qu'il est légitime à aller chez Ferrari, bien sûr, moi j'accueille avec grand plaisir. Parlons forcément, on n'a pas beaucoup parlé d'Anthony, mais avant de faire la comparative, c'est quand même parler du cas George Russell cette saison, puisque la situation est très intéressante vis-à-vis de George Russell, parce que la problématique, c'est que George Russell, oui, a fait une saison très intéressante en 2024, cependant, est-ce qu'il a montré assez de choses, ou a-t-il été assez rassurant pour devenir le nouveau leader de Mercedes au départ de Sir Lewis Hamilton? Voilà, la question elle est plutôt simple en fait. Ouais, la question elle est simple, mais elle est la réponse elle est difficile. Hein. Oui, voilà, en fait c'est ça. Il nous a montré en fait durant cette collaboration avec Hamilton que par moment en fait il était capable de prendre le lead. Ouais. En fait. Mais encore une fois, par moment. C'est-à-dire que ça a manqué en fait de solidité sur toute la saison, finalement. Il y a eu des petites périodes, justement, d'inconstance sur le fait de vouloir être le leader, parce que justement, lui est arrivé chez Mercedes en étant justement intimement convaincu que c'est lui qui allait reprendre le lead au départ d'Hamilton. Ouais. Et que donc du coup, il fallait qu'il montre de quoi il était capable. Il en a montré des choses. Effectivement, cette saison, il a fini devant Hamilton. Bon, ça a été aussi une saison compliquée pour Hamilton. Hein, ça c'est un secret pour personne. Ça va en faire, si tu veux, un leader par défaut, mais c'est pas forcément un leader logique, on va dire. Bah tu ressors pas de 2024 en disant je suis rassuré. Non. Ou Mercedes, ou du moins Mercedes est dans de très bonnes mains. Tu vois, c'est plutôt ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est qu'il sur l'ensemble d'une saison, en fait, je te dis, il va vraiment falloir être carré de la première à la dernière course. Ouais. Et pas montrer des faiblesses, montrer que c'est vraiment toi qui es le patron de cette écurie-là et que c'est toi qui va mener la baguette pour les futures victoires et batailles de Mercedes et ne pas laisser Antonelli le faire. Ouais. Et là-dessus, comme je dis, il sera capable de le faire, mais en fait, t'es pas aujourd'hui assuré à 100% que ce soit le cas. En fait, c'est juste ça qui pose problème aujourd'hui avec Russell. C'est que je pense qu'il peut avoir les épaules pour le faire, mais c'est pas garanti à 100%. Bien sûr. Voilà. Je suis pas, moi j'avoue ne pas être le gars le plus confiant vis-à-vis de Russell, parce que je vous donne les stats notamment de Russell en 2024, c'est 2 victoires au total, 4 pole positions tout de même. Alors après ça a compté que tout ça est ça met à l'avantage par contre George Russell, tout ça dans la saison la plus compétitive de l'histoire de la Formule 1, avec 7 vainqueurs différents, multiples victorieux en Formule 1. 4 pole positions donc je disais pour Russell. Il a 4 podiums également au total, 245 points. Au championnat, il termine 6ème, dans le championnat, je rappelle, le plus compétitif de l'histoire de la Formule 1. Cependant, il y a eu des moments un peu où ça a divagué, où ça a été un peu plus compliqué.
où notamment la victoire à Las Vegas a été par contre un moment fort de la saison parce que vraiment il a été au-dessus de tout le monde et il a mis Mercedes au-dessus de tout le monde aussi. Hamilton, s'il n'avait pas fait une mauvaise séance de qualification, lui aussi aurait été dans la bataille pour la victoire, mais cependant il a fait une mauvaise séance de qualification et Russell lui par contre a assuré. Donc ça c'est aussi à mettre à l'avantage. Cependant ce n'est pas constant. Ce qui est important dans le sport de haut niveau c'est la régularité. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressortez de 2024 en disant ah il a été bon mais il a été régulier et il a été régulier? Non. La régularité, c'est extrêmement important. Et ça, en fait, la problématique vis-à-vis de Russell, c'est que il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et tu ressors pas du 24 en te disant c'est bon, c'est bon. Et en plus de ça, dans un contexte où Mercedes eux-mêmes, bah t'es pas confiant, t'es inquiet. J'en avais parlé notamment dans un podcast sur RMC Sport qui s'appelle le Paddock RMC, où j'y suis régulièrement. Moi, je suis personnellement, foncièrement inquiet pour Mercedes vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de 2025. Dans le sens où, pour plusieurs raisons. Tu as déjà Russell. Russell, tu ressors pas, je le disais, de la saison 2024 en étant extrêmement confiant en disant c'est lui le futur leader de Mercedes ou le nouveau leader de Mercedes après le départ de Sir Lewis Hamilton. Non. Au-delà même de tout ça, de la voiture. Souvenez-vous quand même, enfin 2024, ça a été les montagnes russes où tu te disais encore une fois bon bah une nouvelle voiture encore qui ne marche pas, ils ne comprennent pas leur voiture, ils arrivent pas. Mercedes, multiple champion du monde en titre, multiple champion du monde tout court, pardon, qui a une incroyable usine côté de Brackley et de Brixworth au niveau du moteur. Encore une fois, pour la 3e année consécutive, ils produisent une voiture qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'était encore une fois extrêmement problématique. Ce qui a même poussé aussi d'une certaine manière de voir Hamilton partir de l'écurie pour plusieurs raisons, mais ça en fait partie de ces raisons-là. Et d'ailleurs, la collaboration avec Lewis Hamilton ne s'est pas terminée de la meilleure des manières, Baby Chou non plus. Hein. Donc, tu arrives en 2025, tu ne te dis pas ah c'est bon Mercedes c'est de nouveau sur le droit chemin, tu ne te dis pas ah ils ont un leader et c'est George Russell, et en même temps on parlait d'Antonelli juste avant, mais Anthony en tant que tel c'est pas forcément un avantage du point de vue du développement de la voiture et du développement de la monoplace, de la préparation en 2026, parce que c'est pas un pilote en tant que tel qui peut aider Mercedes à développer une voiture puisqu'il n'a pas l'expérience pour ça. Il trouvera l'expérience durant la saison, mais à l'heure actuelle pour démarrer une saison c'est compliqué justement. Et là où ça va être un avantage par contre pour Mercedes, c'est d'avoir un Valtteri Bottas. Je rappelle que Bottas est de retour chez Mercedes dans l'écurie du moins en tant que 3e pilote pour aider au développement et aider dans la direction technique. Et ça c'est important. Et je trouve que dire que le retour de Bottas chez Mercedes est très pas à ses côtés parce que ça va grandement aider Mercedes. Mais en tant que tel vis-à-vis de Russell, on revient là-dessus plus précisément sur lui. T'es pas essentiellement rassuré. Surtout que Russell en 2025, cette saison 2025 va être extrêmement importante pour lui parce qu'il va devoir se mesurer à Andrea Antonelli déjà, qui arrive en Formule 1, qui est le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1. Mais aussi, c'est sa dernière année de contrat, je rappelle, à Russell, 2025, hein, Baby Chauvin. Oui, déjà. Ça passe vite, hein. Et ça passe très vite, hein. Ça passe très vite et il est sous la menace de d'autres pilotes, et on va en parler juste après. Mais c'est quand même sa dernière année de contrat, là. On va dire qu'il est sous la menace d'un marché de 2026. Oui. Tout simplement, et de la prise de décision aussi de pilotes extérieurs, en fait, à Mercedes. Maintenant, la situation de Russell, en fait, en termes de lead d'écurie, c'est... J'ai un peu la même vision, à une différente proportion, bien évidemment, mais j'ai un petit peu cette vision-là, moi, de... Il est leader par défaut, à l'image de Tsunoda quand De Vries est arrivé, tu vois. Ouais. En fait, quand De Vries est arrivé, on avait ouais, c'est lui qui va être le leader, machin, c'est lui qui va faire... Non, au final, ça a été Tsunoda, mais par défaut. Et j'ai un petit peu ce sentiment-là, en fait, avec Russell. C'est-à-dire que je me fais pas de soucis sur le fait que il arrivera dans la globalité, je pense, à prendre l'ascendant sur Antonelli. Ouais. Mais il y aura toujours cet aspect de... Il manque quelque chose pour que ce soit naturel, en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a toujours un truc, c'est qu'il manque encore quelque chose. Il manque toujours un truc pour qu'il soit... Pour qu'on ait confiance, en fait. Totalement confiance en Russell. En fait, on a confiance sur certains points, mais on n'a pas totalement confiance. C'est dur de dire ça parce que c'est un pilote qui est extrêmement talentueux, qui a montré beaucoup de choses dans sa carrière en Formule 1, mais à l'heure actuelle, par exemple, je me dis pas, Russell, il a l'étoffe d'un champion du monde. En fait, performer en course, oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, performer en étant le leader d'une écurie, c'est différent. Et en fait, une écurie comme Mercedes, oui, c'est différent. Parce que au final,
tu sais, cette fameuse période chez Williams où il manquait de clutchitude. Ah, ça c'était mon truc. Il était leader de chez Williams et ça se passait bien. Mais voilà, c'était Williams, c'était en fond gris, c'est que tu savais que tu étais obligé de jouer des coups d'éclat justement et que ça passait. Et t'affrontais Kubica et Latifi aussi, et tout le respect que j'ai pour Latifi aussi, bien sûr. Oui, effectivement. Kubica, il affrontait un pilote qui avait une main en moins, je vous rappelle aussi. Voilà. Oui, ça c'est... Oui, non, mais... Écoutez les fans de Russell, vous voyez comment il traite votre pilote là. Mais non, mais voilà, il était pilote, enfin leader, on va dire, logique, et il s'investissait aussi énormément. Je dis pas qu'il s'investit moins ou que ce soit chez Mercedes, mais je pense que ça demande quand même plus que ça chez Mercedes pour avoir ce statut-là en fait. Bien sûr. D'être vraiment leader incontesté et incontestable de l'écurie, et puis avoir aussi comment va être traité Antonelli sur un truc tout bête, c'est vu que Mercedes croit énormément en lui, par exemple à l'arrivée des évolutions durant la saison, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va faire all-in sur Russell pour que ce soit lui justement qui valide ou pas ces évolutions, ou alors est-ce qu'on va les donner à Antonelli aussi en même temps ou même avant Russell? Bien sûr, oui. Ce sera à voir aussi le traitement de l'écurie vis-à-vis des pilotes. On parlait justement vis-à-vis des transferts par rapport à George Russell. Pourquoi on dit que George Russell est en danger? Alors c'est même au-delà du fait qu'il est en fin de contrat et que c'est sa dernière année de contrat avec Mercedes à l'heure actuelle, c'est surtout que du fait qu'aujourd'hui Mercedes lorgne énormément sur Max Verstappen. Ça redisait, on va reparler par rapport à quelque chose qu'on disait en cours de la saison 2024 de Formule 1, mais plus encore en 2025, cette situation, elle est problématique pour George Russell parce qu'au-delà de Andrea Kimi Antonelli, il y a la visibilité par rapport à son avenir. C'est peut-être la dernière saison en Formule 1 de George Russell avec Mercedes. C'est un fait. Parce qu'il y a Max Verstappen. Et la problématique, c'est que on en parlait un petit peu durant la soirée des prédictions par rapport à l'année 2025, mais Russell, il doit espérer déjà une chose, c'est au-delà même de lui de performer, c'est qu'il doit espérer le plus possible que Max Verstappen et Red Bull, ça fonctionne. Ou du moins que la confiance de la performance revienne. Parce que si ça ne fonctionne pas pour Verstappen du côté de chez Red Bull, Verstappen ira chez Mercedes. Et s'il va chez Mercedes, vous êtes Toto Wolff. Vous venez de mettre Andrea Kimi Antonelli sur qui vous croyez absolument, vous croyez fermement, vous avez fait 9000 km d'essai, c'est le rookie le mieux, vous en avez fait de lui le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1. Vous avez même dit que c'est lui l'avenir de Mercedes. Et de l'autre côté, vous avez George Russell, qui est chez Mercedes depuis 2022, qui n'a potentiellement pas montré assez de choses pour devenir le leader de Mercedes. Bon, le choix, il est vite fait, hein. Pour mettre à la place Verstappen à la place de Russell, bon, le choix, il est vite fait, entre guillemets. Et c'est ça aussi la situation. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, Russell et Mercedes, la situation, elle est compliquée, elle est complexe, elle est difficile, et que je ne m'attends pas à ce que Russell, cette saison, soit dans la... élève peut-être son niveau de jeu, ou s'il élève son niveau de jeu, ce ne sera pas peut-être assez régulièrement, d'une certaine manière, pour tenir sous la menace, surtout Max Verstappen. Antonelli, c'est un autre débat, et c'est le débat qu'on fait d'ailleurs. Mais Verstappen plus particulièrement, ça s'annonce très compliqué vis-à-vis de Russell pour tenir sur ça. J'aimerais même aller plus loin. C'est même l'avenir de Mercedes, l'avenir de Russell chez Mercedes est indépendant de sa volonté. Et c'est horrible de dire ça, mais c'est la réalité. C'est totalement indépendant de sa volonté, son avenir vis-à-vis de Mercedes, Babychou. Bah, faudra être parfait. Ouais. En fait, faudra juste que cette saison pour Russell en fait soit parfaite. Et j'ai envie de te dire, peu importe le niveau de performance au final de la Mercedes, on n'a aucune garantie, encore une fois, que cette Mercedes soit à la lutte toute la saison ou soit à la lutte en fait tout court. Et je vais aller plus loin. Sachez que Mercedes, on n'arrête pas d'entendre des rumeurs comme quoi Mercedes sera là en 2025. J'écoute même plus. Parce que ça sert à rien. À chaque fois, t'arrives à Bahreïn, la voiture est mauvaise. Voilà, c'est tout. Non, mais voilà, ça fait 3 ans qu'on est sur, quand même des gros points d'interrogation et d'incompréhension aussi au niveau de cette monoplace, de pas comprendre pourquoi elle fonctionne pas, de pas comprendre pourquoi elle fonctionne. Et... voilà, j'ai du mal à croire à une grande révolution pour 2025, 2026 sans doute, mais 2025, le cap, pour moi, sera à peu près similaire, donc il n'y aura pas non plus de grande révolution, je pense, au niveau des performances globales de la Mercedes. Mais malgré ça, malgré ces montagnes russes, en fait, va falloir que Russell soit parfait et fasse un petit peu une saison à l'image d'un Leclerc. Où, voilà, c'est même si tu as un matériel qui n'est pas forcément dominant ou performant sur un week-end,
que tu fasses le meilleur résultat en fait possible pour le team et que ça vienne de Russell. Ouais. Maintenant la pression Verstappen, aujourd'hui elle peut être un petit peu aussi être remise en question parce que si tu te mets du point de vue de max 2 secondes, t'as un projet auquel tu te dis ok, il y a un moteur qui risque d'être assez performant, une écurie qui a été multiple championne du monde ces dernières années, c'est cool. Et de l'autre côté, tu te dis, attends, là il y a New Way, il y a des infrastructures de fou, il y a une volonté aussi de vouloir performer, il y a un moteur que je connais bien. Donc voilà, et certes il y aura une menace Verstappen tant que... Enfin, si c'est acté qu'ils veulent se barrer, machin, ce genre de choses. Ouais. Mais tant que la décision ne sera pas prise, ce ne sera pas garanti qu'il aille chez Mercedes. Même si ça ferait un line-up, effectivement, comme le chat le disait, Antonelli Verstappen, ça serait juste un line-up de folie. Sachant qu'il y a une rumeur à l'heure actuelle, au moment où on se parle, au moment où on fait ce live, que comme quoi Verstappen irait bien du côté de chez Aston Martin. Avec un contrat à 1 milliard. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, rumeur, hein, bien sûr, rumeur. Attention. Tout va très très vite en Formule 1, donc ne nous emballons pas. Mais tout ça pour dire que oui, Russell va falloir qu'il soit bon. Ouais. Enfin bon. Qu'il soit en fait performant toute la saison. Et d'ailleurs, par rapport aux performances, justement, les dernières informations par rapport à l'avenir de Mercedes, du moins vis-à-vis des premiers jours de Mercedes, Toto Wolff a affirmé que Mercedes ne sacrifiera pas la réglementation 2025 pour celle de 2026. Il a souligné parfois c'est beaucoup moins complexe qu'on ne le pense. La transition des personnes et des capacités vers la réglementation 2026 se fera probablement un peu plus tôt cette saison, mais que si la réglementation était stable, mais cela ne changera pas la donne. Il a également dédié et affirmé, Toto Wolff, que Mercedes reste déterminé pour les victoires et les podiums cette année, refusant de concéder cette saison. Personne ne va éteindre les machines en janvier, à moins que vous ne soyez vraiment nulle part. Nous nous battons pour les victoires et les podiums, et nous ne pouvons pas faire une croix là-dessus. Malgré une saison 2024 mitigée, Mercedes espère capitaliser sur sa dynamique de mi-saison, comme les victoires à Las Vegas, au Canada et à Spa. Et l'équipe travaille également à remédier aux faiblesses de la W15, notamment sa sensibilité aux conditions variables, pour garantir une W16 que devienne favori constamment en 2026. Et ça, c'est un point important, sachant également que Mercedes, et ça c'est une information qui a été révélée par plusieurs médias, notamment les insiders comme Autoracer, qui a confirmé que la Mercedes ne dévoilera pas sa W16 en shakedown à Silverstone. Mercedes n'a pas prévu d'événement de lancement pour la monoplace 2025, qui ne sera donc dévoilé qu'une fois arrivé à Bahreïn. Une journée de tournage est prévue qui aura lieu le 25 février, soit un jour avant le début des essais officiels avec les essais hivernaux du côté de Bahreïn. Donc ça veut dire que Mercedes ne fera pas tourner tout ça à Silverstone. Une fois qu'ils arriveront à Bahreïn, ils feront tourner pour la première fois la monoplace, qui est d'une certaine manière un risque, parce que s'il y a un problème, tu peux pas renvoyer les choses du côté de Silverstone, ou du moins à Brackley pour l'usine de Mercedes. Donc voilà un peu par rapport aux dernières informations. Ils veulent se donner le plus de temps possible, du moins à Mercedes, pour faire amener une bonne voiture et amener une bonne W16 avec, je vous rappelle, la livrée qui sera révélée le 18 février si je ne me trompe pas, dans un mois, pour le F1 75 live avec le reveal commun, justement par rapport à tout ça. À la question, Baby Chaume, est-ce que Antonelli va-t-il froisser Russell chez Mercedes? C'est le cœur du débat et c'est le cœur de la question de ce soir. Va-t-il de moins mettre en danger, dans un premier temps, allez on va dans cette question, George Russell du côté de chez Mercedes, Andrea Kimi, Antonelli? Par rapport à tout ce qu'on a pu dire, là, maintenant et ce soir, est-ce que tu penses que c'est un oui? Est-ce que tu penses que c'est un non? Moi, ça me ferait rire. Moi, je mettrais oui, ça me ferait rire. Mais en vrai, non, ce sera pas si simple que ça. Clairement, en fait, il faudra vraiment voir ce que Antonelli en fait est capable de donner sur en Grand Prix réellement et sa capacité d'adaptation. Ça peut être oui tout de suite parce qu'il est insouciant, ultra rapide et qu'il est né pour ça et qu'il nous fasse un petit peu une Hamilton 2007 en fait, en termes de performance face à Russell. Mais je pense que ce sera quand même assez compliqué. Il sera capable d'aller quand même le titiller à certains moments dans la saison. Mais je pense que sur la globalité, Russell arrivera à avoir l'avantage quand même.
Jomajo qui dit salut, ça faisait longtemps, j'espère que tu vas bien Jomajo. Je me permets de revenir sur le débat Russell leader. Comme vous disiez, être un leader d'une équipe de fond ou mid est complètement différent d'être leader d'une équipe de top 3 ou 4 qui demande d'être un leader capable de hisser l'équipe tout en haut. Et c'est exactement ce qu'on disait et tu as bien raison de le dire Jomajo et c'est également le même avis. Moi ma réponse à la question c'est je pense que toi, c'est oui. En fait, on parle beaucoup d'Antonelli qui a énormément de pression, mais Russell, je trouve qu'il a également énormément de pression, même s'il a l'expérience de la Formule 1. Je ne pense pas que Anthony va froisser Russell. Cependant, je pense qu'il va réellement le mettre en danger sur plusieurs points. L'aspect de la place, l'aspect du statut, l'aspect aussi également où Russell n'a plus réellement son destin entre ses mains. C'est plus Verstappen qui a le destin, j'ai envie de dire, de Russell entre ses mains. Et donc, pour plein de raisons, je pense que c'est pas une question de est-ce qu'Anthony va froisser finalement Russell, mais comment Antonelli va mettre en danger Russell. Et pour toutes les raisons qu'on a évoquées, oui, je pense qu'il va réellement bien le mettre en danger, Antonelli, George Russell. Dans la dynamique de la saison, je dirais oui. Au comptable, Russell devrait prendre de l'avance en début de saison. Je suis d'accord avec toi et Max, je pense pas qu'Antonelli par contre va faire un démarrage en trombe, il va faire des pole positions et tout. Non, très loin de là. Surtout qu'on a confiance dans le talent d'Antonelli. Cependant, c'est la manière aussi dont Mercedes va utiliser Antonelli sur le début de saison en séance officielle et en Grand Prix du coup. Parce que le préparer avec 9000 km, c'est déjà énorme, ça c'est vrai, on est d'accord. Mais en week-end de Grand Prix, là c'est différent. Et ça va être intéressant de voir comment Mercedes va gérer tout ça. En tout cas, voilà, par rapport à ce débat autour d'Antonelli et George Russell et comment Antonelli va aborder cette saison 2025 de Formule 1. C'est début en Formule 1 à l'âge de 18 ans dans l'écurie Mercedes en remplacement d'ailleurs de Lewis Hamilton. Comment va-t-il gérer tout ça? Et on a hâte de voir les débuts d'Antonelli officiellement en Grand Prix, les amis en course justement.